Hey, bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne YouTube. Ici, un seul mot d'ordre. Science nat, science nat, science nat et dinosaures. Je fais des études de géologie. Je veux devenir paléontologue et... paléontologue. Alors ça, c'est original. Comment ça? Génération Jurassic Park, tout ça? Non, je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Bref, pour cette toute première expérience nat, nous allons à Angeac-Charente, sur le plus beau site à dinosaures français. Let's go! Accompagnez-moi pour découvrir des roches, des végétaux et des animaux tous plus incroyables les uns que les autres. Bienvenue dans les expériences nat. La Charente. C'est pas seulement un endroit super joli et très bucolique, c'est aussi un endroit où on peut trouver des fossiles absolument magnifiques. C'est ce qu'on a ici, sur le site paléontologique d'Angeac-Charente, daté de 130 millions d'années. Et non, maintenant on est à 140 millions d'années, parce que grâce à l'étude des charophytes du site, on a pu redater la zone. Les charophytes, tu dis? Les charophytes, c'est des algues vertes. Et tu peux être un peu plus précise? Ok, donc c'est des algues qui vivent dans des environnements peu profonds, en eau douce ou en eau saumâtre. Ça existe depuis au moins 400 millions d'années. Et la particularité des charophytes, c'est que leur appareil sexuel femelle se calcifie à maturité. Autrement dit, ça permet la fossilisation. Ces appareils sexuels fossilisés, on appelle ça des gyrogonites. Les gyrogonites sont légèrement différentes en fonction de l'ère géologique à laquelle on se trouve. Autrement dit, si on retrouve les gyrogonites d'un site paléontologique, on peut en déduire l'ère géologique. Donc on redate le site. C'est ce qui s'est passé pour Angeac-Charente. Et donc, sur ce site paléontologique, la première fois qu'on a trouvé du dinosaure, en fait on s'y attendait pas du tout. Parce qu'il faut savoir qu'avant c'était une carrière, et qu'un beau jour, il y a un travailleur qui a donné un gros coup de pelleteuse dans un os. Là-dessus, ils ont appelé le musée d'Angoulême, ils ont dit « Ouais, venez voir, on a de l'éléphant antique ». Le musée d'Angoulême rapplique, et là ils regardent l'os et ils disent « Bah écoutez, non, c'est pas de l'éléphant antique, ça c'est du dinosaure ». Et c'est de là qu'est parti le site paléontologique d'Angeac-Charente. Pouf! Ils savent pas faire la différence entre de l'Elephas antiquus et du dinosaure? Ben, tu prends un éléphant antique, tu enlèves la trompe et les défenses, tu raccourcis les pattes avant, tu rallonges la queue, et on dirait toujours pas un dinosaure. Ouais bon, faut quand même relativiser, parce que c'est des gros ossements, et on avait déjà trouvé de l'éléphant antique dans ce qu'on appelle les graves. Parce qu'en gros, à Angeac, on a deux niveaux géologiques. On a d'une part, au niveau supérieur, on a les graves, c'est-à-dire ce que nous avons ici. Alors en fait, c'est les alluvions de la Paléo-Charente qui se sont déposées il y a quelques milliers d'années. Et en dessous seulement, on a les niveaux argileux, qui ont différentes couleurs en fonction de s'ils sont plus ou moins oxydés. Et dans ces niveaux argileux, on peut potentiellement trouver du dinosaure. Dans ces niveaux à argile, on trouve pas que de l'argile bien sûr, on trouve aussi pas mal de grès et de la pyrite. La pyrite, c'est cette chose-là. C'est ce qu'on appelle l'or des fous. En fait, c'est du soufre et du fer qui ont donné un minéral qui va se développer autour de la matière organique. Donc autour des ossements et aussi autour du bois. Parce qu'à Angeac-Charente, on trouve pas mal de bois. Par exemple, on a retrouvé un tronc de 10 mètres de long qui peut se rapporter à notre cyprès chauve actuel. Donc on peut imaginer que c'était un environnement forestier avec de l'herbe par terre par exemple. Non, il n'y avait pas d'angiosperme mésozoïque, c'est-à-dire pas de plante à fleurs. S'il n'y a pas de plante à fleurs, il n'y a pas d'herbe. Donc si tu te retrouves avec un tapis de verdure par terre, c'est pas de l'herbe. C'est, je sais pas moi, de la mousse ou des prêles par exemple. Donc tu prends un paysage mésozoïque, tu mets des prêles, puis des prêles là, des prêles là, des prêles là, des prêles, des prêles, des prêles, oh des prêles, oh des prêles. Docteur Stego. Docteur Stego. Bon, je crois qu'on l'a perdu, donc je vais prendre la relève. On a dit un environnement forestier avec des tapis de prêles. Oui, des prêles. Ok. Et avec de l'eau peu profonde, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait des charophytes,
Par contre, la grande question, c'est de savoir si c'est de l'eau douce ou alors si c'est de l'eau saumâtre. Il y en a qui disent que c'est un marécage d'eau douce, mais personnellement je suis plutôt de la thèse de ceux qui disent que c'est un environnement deltaïque avec des plaines inondables. Parce qu'on a retrouvé des restes de pliosaures, et le pliosaure, d'après moi, c'est plutôt marin. Donc plutôt de l'eau saumâtre. Mais après, il y a les deux thèses. Du coup, on trouve pas que du dinosaure, on trouve aussi du reptile marin, puisque pour rappel, le pliosaure n'est pas un dinosaure, c'est un reptile marin. On a aussi de la tortue, du crocodile, pas mal de petits micro-restes aussi. Et après on a trouvé des trucs sympas chez le dinosaure bien sûr, par exemple une côte de sauropode, des vertèbres de stégosaures, des dents de carcharodontosaures. Du coup on a trouvé plein de trucs, les paléontologues étaient contents, mais d'un point de vue scientifique c'est pas forcément le mieux du mieux. Cette année par exemple il y avait un wanted sur certains éléments des pattes de Ornithomimosaure, donc le dinosaure autruche d'Anjac. Sur aussi les mains d'Ornithomimosaure, parce que ça fait 7 ans qu'on fouille et personne n'a jamais pu trouver un seul élément des mains. Après, évidemment, il y a les plaques de stégosaures, qui auraient été bien sympas à trouver, et en plus ça aurait permis de vérifier que ce soit bien un stégosaure auquel on avait affaire, puisqu'on a retrouvé des ossements, mais on est sûr qu'elle est à 80% que c'est du stégosaure, donc il faudrait vérifier ça. Et après, évidemment, du crâne. Le crâne, ça fait toujours plaisir, surtout si c'est un beau crâne complet. Par exemple, un crâne d'Ornithomimosaure, ce serait cool. Là, c'est un crâne de Gallimimus, mais ça ressemble sans doute beaucoup à l'Ornithomimosaure d'Anjac. Malheureusement, personnellement, j'ai pas trouvé grand chose sur la parcelle sur laquelle je fouillais, mais comme dirait Ronan Alain... parce qu'après, quand vous trouvez rien, si vous arrêtez de gratter, vous ne trouverez pas plus. Sur le site, on doit fouiller horizontalement, couche par couche. Ensuite, on peut utiliser plein d'outils différents. Si on est dans une zone où on est sûr qu'il n'y a pas trop de fossiles et qu'on veut aller vite, on prend carrément une pelleteuse. Après, si on veut dégager des blocs de grès, on prendra plutôt une pioche. Ensuite, ce qui sert le plus souvent, c'est la truelle d'archéologue. C'est comme une truelle de maçon, sauf qu'elle est forgée en un seul morceau. Donc elle est beaucoup plus solide. Et enfin, quand on s'approche d'un fossile, il faut prendre un couteau à huître, voire un outil de dentiste quand on veut être très précis et pour pas abîmer le fossile. Ensuite, il y a deux catégories de fossiles. En général, personnellement, je tombais sur des fossiles assez moches. Donc, bon, j'avais pas trop le choix. Mais sinon, la première catégorie de fossiles, c'est ce qu'on appelle des fossiles cotables. C'est-à-dire que c'est des fossiles, on va déterminer leurs coordonnées dans l'espace grâce à une machine qu'on appelle le théodolite. Le théodolite, c'est donc une machine qui, avec un laser, peut savoir exactement la position d'un objet. Et donc ces fossiles-là vont être numérotés et vont avoir une étude spéciale au musée. Après, il y a les UMT. C'est des fossiles pas du tout identifiables. Les UMT, c'est des unités minimales taphonomiques. Et ça, on les lave tout de suite sur le site, et on les conditionne sur site, et ils arrivent au musée comme ça, tel quel. Bon, ils seront étudiés, mais peut-être moins profondément que si c'était des fossiles cotables. Et numérotés du coup. Pour le nettoyage, on utilise essentiellement des brosses à dents. Les brosses à dents, c'est l'ami du paléontologue, vous le voyez partout. Et après, on utilise donc des brosses à dents de différentes duretés, en fonction du fossile, voir s'il est fragile ou pas, etc. Ce qui est bien avec l'argile, c'est que ça part très facilement avec l'eau, donc parfois on n'a même pas besoin de frotter et ça part tout seul. Enfin, tous les fossiles sont rapatriés au musée d'Angoulême, où ils vont être préparés, stockés et étudiés. D'ailleurs, c'est pour ça que la fouille ne dure qu'un mois, en juillet. En fait, elle dure qu'un mois pour 3 raisons. Raison numéro 1, c'est parce que 1 mois de fouille, ça correspond derrière à 11 mois de préparation. Raison numéro 2, c'est parce que la plupart des bénévoles sont étudiants, donc le reste de l'année, ils sont à la fac. Et raison numéro 3, c'est parce que c'est difficile de fouiller sous la neige. Et voilà, je crois que j'ai enfin dit l'essentiel. Donc maintenant, si vous voulez plus d'informations, que vous pensez que j'ai oublié des choses, alors non seulement vous pouvez me poser des questions, mais en plus, ce que vous pouvez faire le mieux, c'est d'aller en juillet sur le chantier de fouille et d'aller voir les fouilleurs. Il y a des visites qui sont organisées. Et si vous arrivez en dehors des horaires de visite, vous faites manger par des écrevisses. Donc attention. Ensuite, vous pouvez aussi regarder le petit carnet paléo. Je mets le lien en bas dans la description de la vidéo.
Et vous pouvez aussi lire le petit livre de Mazan qui s'appelle Mimo. Donc, à plus tout le monde, on se revoit pour une prochaine vidéo. Docteur Stego, tu voulais rajouter quelque chose? T'es prêt?